pendant des années, l'agente Karen Mathieu avait brandi son badge comme une arme, l'utilisant pour brutaliser et rabaisser les hommes latinos dans les rues ensoleillées de Tucson. Son autorité semblait inébranlable, jusqu'au jour où elle a traîné un homme devant les tribunaux et a vu son monde s'effondrer. L'air était sec, et le ciel de Tucson, en ce milieu d'après-midi, était lourd et bas, comme écrasé par la chaleur du désert. Des tourbillons de poussière tourbillonnaient le long de Valencia Street, où Miguel Vega conduisait sa berline de location vers la modeste demeure de sa mère. Les vitres étaient baissées, et le léger parfum d'agrumes d'un citronnier en fleurs se mêlait à l'odeur rance de l'huile moteur. Sur le siège passager, un sac de course en toile rempli de lait, une miche de pain fraîchement cuite et une boîte de biscuits au citron préférée de sa mère, chacun de ses souvenirs tendres de la maison. Miguel n'y avait pas mis les pieds depuis près d'un an, et même si les murs en stuc et le portail en fer semblaient inchangés, son cœur battait fort, empli de ce mélange familier de réconfort et d'impatience que seul un retour au pays peut apporter. Lorsqu'il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, son estomac se serra. Une voiture de patrouille le suivait depuis près de 5 pâtés de maison. Il relâcha l'accélérateur, actionna son clignotant et s'engagea dans la voie suivante, suppliant silencieusement l'agent de continuer. Au lieu de cela, les gyrophares s'allumèrent et la sirène laissa échapper un hurlement strident. Miguel expira lentement. « C'est parti », murmura-t-il en s'arrêtant sur le bas-côté. La porte de la voiture s'ouvrit brusquement. L'agent Mathieu en sortit, la quarantaine, les cheveux blonds relevés en un chignon serré, des lunettes aviateurs à verre miroir reflétant le soleil aveuglant. Son uniforme était impeccable, sa posture inflexible, et chacun de ses pas semblait irradier l'assurance d'une personne habituée à une obéissance immédiate. Elle posa une main sur la crosse de son arme. « Permis et immatriculation », a-t-elle exigé sans préambule. Le visage de Miguel resta calme. Il posa les 2 mains sur le volant. « Bien sûr », dit-il d'une voix ferme. « Je vais fouiller la boîte à gants très lentement. » Il fit ce qu'il avait promis méthodiquement, consciencieusement et lui glissa les documents. Karen feuilleta les journaux, le regard perçant. « Qu'est-ce qui vous amène dans ce quartier » demanda-t-elle d'un ton décontracté, mais avec un regard inquisiteur. « Ma mère habite à 2 pas, répondit-il. Il esquissa un petit sourire qui n'atteignit pas les yeux de Karen. « Je suis arrivé hier de Sattel. C'est pour ça que je conduis une voiture de location. » Elle haussa un sourcil. Elle le fixa un instant de trop, puis appela silencieusement des renforts. Le grésillement de son micro rompit le silence. Miguel secoua la tête, incrédule. « Monsieur l'agent, je n'ai rien fait de mal. Vous pouvez appeler ma mère, elle est à la maison. » Karen répondit en aboyant, « Sors du véhicule. » Devant l'hésitation de Miguel, elle répéta, « Maintenant, sors de la voiture. » Il obéit, paumes ouvertes, le front plissé par la confusion. Elle commença à tourner autour de lui, d'un pas précis et mesuré, comme si elle examinait une pièce de musée. « Tu corresponds à la description d'un suspect de vol de ce matin, » dit-elle dans sa radio sans croiser son regard. « Reste là. » La voix de Miguel était calme mais ferme. « J'étais chez ma mère toute la matinée. Tu peux vérifier. » Elle l'ignora et appela à nouveau à l'aide. Lorsqu'il tenta de lui demander des précisions, elle le coupa. « Mets tes mains sur le capot. » Il hésita, incrédule. « Officier. » Avant qu'il ait pu terminer, elle le poussa en avant. Le claquement de ses paumes contre le capot métallique brûlant fut la seule réponse dont il eut besoin. Il sentit la chaleur lui brûler la peau à travers sa fine chemise. « Je suis consultant, » dit-il par-dessus son épaule. « Je gère des comptes du Fortune 5 Cents. Je ne porte ni armes ni drogue. »« Ne parle pas, » rétorqua-t-elle. « Tu ne fais qu'empirer les choses. » Une deuxième voiture de patrouille arriva et l'agent Hernandez en sortit, plus jeune et plus réservé. Karen lui chuchota sa version des faits à l'oreille. Il fronça les sourcils mais ne dit rien. Quelques instants plus tard, elle enfila des menottes métalliques au poignet de Miguel. « Pour quelle accusation » demanda-t-il d'une voix contrôlée. « Résistance à l'arrestation » répondit-elle, comme si elle récitait un script qu'elle avait utilisé 1000 fois. « Je n'ai pas résisté. »« Tu t'es disputé » rétorqua-t-elle. « C'est de la résistance. » Elle le poussa sur la banquette arrière. Le trajet jusqu'à la gare fut heureusement silencieux, à l'exception du ronronnement du moteur et des respirations mesurées de Miguel. Son téléphone vibra, probablement sa mère qui prenait des nouvelles. Il imagina les courses fondre sur le tableau de bord, les biscuits au citron glisser sur le cuir.
Il repensa à la dernière fois où il avait vu un homme innocent menotté et à la tragédie qui s'était produite. Il n'avait pas peur. Il était épuisé. Las des officiers comme Karen, las d'expliquer, las de voir le pouvoir transformé par les préjugés. Au poste, des néons bourdonnaient au-dessus de sa tête tandis qu'un autre officier lui tendait un presse-papier sans un mot. Les murs sentaient le désinfectant et le café rassis. De l'autre côté de la pièce, Karen remplissait son rapport, son stylo glissant sur les champs du formulaire. Elle reprenait des expressions qu'elle avait employées maintes fois, attitude agressive, non-conformité, escalade verbale. Mais cette rencontre était différente, son interlocuteur n'avait jamais cédé, jamais supplié, jamais reculé. Il avait répondu à son regard avec une résolution tranquille, et cela la déstabilisait plus que n'importe quelle menace. Au lieu d'être libéré, Miguel fut conduit en cellule et laissé pour la nuit sans appel, sans explication, juste un banc étroit, le cliquetis des clés dans le couloir et l'écho lointain de voix étouffées. Assis en tailleur, la tête contre le béton froid, les menottes lui mordant la peau, il planifia ses prochaines étapes avec la précision qu'il réservait habituellement aux négociations en conseil d'administration. À 7h13 précise le lendemain matin, la porte de la cellule s'ouvrit avec un bruit sec. Un sergent d'un certain âge, les tempes argentées scintillant dans la lumière crue, jeta un coup d'œil à l'intérieur, presse-papier à la main. Entrave à la justice et résistance à l'arrestation, annonça-t-il. Audience de mise en liberté sous caution cet après-midi. Il referma la porte sans un mot. Miguel croisa les bras. Je n'ai pas fait obstruction. J'ai posé une question. Le sergent haussa les épaules, mal à l'aise. Quelques minutes plus tard, l'appel téléphonique de Miguel à Carlos Bexley, avocat pénaliste à Phoenix et ancien camarade de classe, fut sa bouée de sauvetage. Carlos répondit à la 3e sonnerie et arriva 30 minutes plus tard, vêtu d'un impeccable costume bleu marine. Du calme, dit-il en tapotant l'épaule de Miguel. Je m'en occupe. Karen regarda Carlos entrer à travers la vitre, mallette à la main, l'air imperturbable. Elle se hérissa en le voyant, avec cette assurance imposante de la grande ville. Il demanda immédiatement les images de la caméra embarquée et le rapport d'incident. Karen lui offrit un sourire crispé. C'est interne. Nous les transmettrons au tribunal. Carlos inclina la tête. Si votre histoire est solide comme fer, je suis sûr que vous ne m'objecterez pas à la critiquer maintenant. Un silence pesant et embarrassant s'installa entre eux. Le soir, Miguel sortit sous caution, Carlos à ses côtés. Il n'était ni triomphant ni en colère, juste déterminé. Ses épaules étaient droites, ses pas mesurés. Karen les regardait partir, un pincement au cœur la tenaillait. Plus tard dans la soirée, dans la solitude de son appartement, Karen ouvrit son rapport sur son ordinateur portable. Le langage était clinique, rodé. Elle cliqua sur le fichier de la caméra embarquée, observant les images granuleuses image par image. Lorsqu'elle vit apparaître l'image d'elle bousculant Miguel, elle se figea. Et à cet instant, pour la première fois, elle se demanda ce que signifiait vraiment servir et voir. Il s'adossa à sa chaise, la pâle lueur de l'écran se reflétant dans ses yeux. Lentement, presque cérémonieusement, il laissa le couvercle de son ordinateur portable se refermer et s'éloigna du bureau. Ses pas résonnèrent dans le couloir tandis qu'il s'éloignait, laissant des questions sans réponse sur l'écran. À l'autre bout de la ville, dans une location de courte durée exiguë, Carlos étalait une pile de documents sur la table basse. Miguel se tenait au bord du canapé, parcourant chaque page. Elle a classé ça comme d'habitude, dit Carlos en tapotant une feuille du doigt. Il y a une tendance, elle a répété ce comportement. Miguel consulta un autre dossier. J'ai déjà découvert 2 autres plaintes, dit-il. L'une a été classée, l'autre classée sans suite, mais toutes 2 concernaient des hommes latinos et dataient de moins de 5 ans. Il se pencha en avant, la voix basse et déterminée. Je ne laisserai pas passer ça. Carlos hocha prudemment la tête. Tu es sûr de ça? Le regard de Miguel se durcit. Les gens comme elle dépendent de notre silence. Mais je ne suis pas fait pour le silence. Alors commençons par demander la production des images de la caméra embarquée, décida Carlos. Je déposerai la demande demain matin. Le lendemain matin, Karen s'avança sur le parking asphalté devant le commissariat, son uniforme impeccable, le menton levé, l'air confiant. Mais sous son regard bleu acier, un léger doute s'insinua dans ses pensées ou une ombre inconnue qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle la suivait à chaque appel, à chaque patrouille, à chaque interaction avec ses collègues.
Elle avait toujours fait confiance à son instinct, convaincue de son infaillibilité. Maintenant, elle se demandait si ce qu'elle ressentait n'était pas bien plus sombre qu'une simple prémonition. Le palais de justice du comté de Pima était une structure discrète en pierre beige, dont les épaisses fenêtres à meneaux projetaient des ombres irrégulières sur la pelouse impeccable. À l'intérieur, ces couloirs avaient été le théâtre de divorces, de litiges fonciers, d'audiences pour la garde des enfants et maintenant, la requête déposée par Carlos, la suppression des images de la caméra embarquée, accompagnée d'une plainte officielle exigeant une enquête approfondie sur la conduite de l'agent Matthews. Une audience préliminaire a été fixée exactement 2 semaines plus tard. Karen était garée dans sa voiture de patrouille lorsque la convocation arriva. Le scanner crépitait à son oreille, mais elle l'entendit à peine, ses yeux restaient fixés sur le bout de papier plié. Sa gorge se serra, non pas de peur, mais sous une pression croissante comme le poids de l'eau derrière un barrage, luttant pour se libérer. Avec un soupir, elle glissa la vie dans la poche de sa veste, démarra le moteur et démarra, les lampadaires passant flous comme des panneaux d'avertissement lointains. Pendant ce temps, à Phoenix, Miguel était assis dans le bureau exigu de Carlos, de vieilles coupures de journaux et des documents publics jonchaient le bureau. Il visionnait des images granuleuses de caméras corporelles, étudiait les plaintes écrites, traquait chaque élément lié à Matthew, leur cible. Carlos s'est approché avec un article jauni de 2019. Celui-ci correspondait parfaitement au schéma, a-t-il dit. Un adolescent latino au mauvais endroit au mauvais moment décrit exactement de la même manière. Il s'est retrouvé avec le poignet fracturé après ce qu'ils ont appelé une résistance à l'arrestation. Aucune inculpation n'a été retenue. Miguel hocha la tête d'un air sombre. Sa famille n'a jamais insisté. Pas d'avocat, pas d'histoire. Il voulait juste oublier. Cela arrêta net Miguel. Ça se termine aujourd'hui, promit-il. Ce qu'ils ignoraient, c'est que quelqu'un d'autre suivait discrètement l'affaire. Elena Blanco, secrétaire de tribunal qui avait grandi dans le quartier même où Karen avait commencé ses patrouilles, avait vu les mêmes histoires se dérouler, des jeunes hommes interpellés sans motif, des voix réduites au silence par des excuses faciles et des formalités administratives. Elle pensait à son frère Andrés, arrêté à 17 ans pour entrave à un agent et emprisonné sur la base d'accusations peu convaincantes. Quand Elena remarqua le nom de Miguel à côté de celui de l'agent Matthews, quelque chose se déclencha. Elle n'alerte pas la presse et ne se rendit pas au poste, elle envoya un SMS à Carlos. Ils se retrouvèrent tard un soir, dans le coin d'un café mal éclairé du centre-ville. « Je sais ce qu'elle a fait », murmura Elena en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. « Et je ne suis pas la seule. » Carlos se pencha. « Veux-tu témoigner ?» Son regard ne vacillait pas, « J'ai pris des notes, nom, date, détails. Je vais vous raconter tout ce que j'ai vu et entendu, ce qu'on nous a dit d'ignorer. » Miguel l'observa un long moment. « Pourquoi venir maintenant ?» Elena serra les mains. « Parce que j'aurais dû parler il y a 5 ans. J'en ai assez de vivre avec cette culpabilité. » Carlos hocha la tête, résolu. « Nous allons rédiger une motion pour inclure votre déclaration sous serment. » Ce soir-là, Karen arriva dans son allée juste au moment où la lumière du Porsche clignotait. À l'intérieur, elle retira son uniforme et s'installa sur le canapé, allumant la télévision. Son estomac se noua lorsqu'elle vit son nom défiler au journal télévisé, un policier fait l'objet d'une enquête après un contrôle routier controversé. Ce n'était qu'un bref reportage local, mais son impact fut sismique. Elle éteignit le téléviseur, plongeant la pièce dans le silence. L'appel du lendemain matin lui donna l'impression d'entrer dans un autre monde. Ses collègues, qui l'accueillaient autrefois avec une camaraderie décontractée, détournaient désormais le regard ou lui adressaient des salutations brèves. Même Hernandez, son plus fidèle allié lors de l'incident, ne parlait qu'à voix basse. Plus tard, son supérieur l'a convoqué dans un bureau privé. Derrière la porte close, d'un ton doux mais ferme, il lui a dit « Vous êtes en service restreint jusqu'à l'audience. » Karen serra les dents. « J'ai suivi le protocole. Laissons le tribunal décider. » Il hocha la tête avec compassion. Elle quitta la pièce, sentant le froid de l'isolement l'envelopper comme un brouillard hivernal. À la fin de la semaine, le nom de Miguel et sa cause était partout, articles de première page, débats radiophoniques, fils de discussion sur les réseaux sociaux. Ses partisans le vantaient comme un professionnel intègre, lésé lors d'un contrôle de routine, ses détracteurs le décrivaient comme un homme difficile et peu coopératif. La ville semblait divisée par l'opinion. Chez Don PPS Barbershop, avenue César Chavez, le samedi était consacré aux ragots et aux questions.
On coupait les ciseaux, on ronronnait les tondeuses, et les hommes échangeaient leur verdict. « Je connais Miguel », dit un client plus âgé tandis que le coiffeur lui coupait les favoris. « C'est un bon garçon, un fils respectueux qui rend visite à sa mère. » Un autre homme s'est moqué. « On ne vous arrête pas sans raison. »« Mon fils, tu es trop jeune pour te souvenir de ce que c'était », répondit un aîné en secouant la tête. Au milieu de tout cela, un mécanicien à la retraite nommé Guillermo frappa à la porte du bureau de Carlos. Il avait été l'un des premiers à passer par l'agent Matthews un changement de routine à l'entrepôt qui s'était terminé par un claquement de doigts contre le capot de sa voiture. Aucune suite, aucune excuse. Il était resté silencieux, convaincu que cela n'aurait aucune importance. Il a ensuite témoigné. « Je dirai tout ce que vous voudrez pour le procès-verbal », a-t-il dit à Carlos. Carlos marqua une pause, puis sourit. Une seule vérité suffit pour élucider cette affaire. Pour Karen, le monde continuait de rétrécir. Les baristas chaleureux du café du quartier évitaient désormais son regard, les inconnus au supermarché reculaient lorsqu'elle entrait dans la file. Ses collègues hochaient la tête dans le couloir, son casier avait été déplacé dans un coin isolé du commissariat. Elle se disait que ce n'était que temporaire, mais chaque jour qui passait ébranlait cette certitude. Ce week-end-là, son frère l'a appelé de Californie. « Ça va » lui a-t-il demandé. « Je vais bien » insista-t-elle trop vite. « C'est la politique, les gens qui sèment le trouble. » Il hésita. « Assure-toi juste de dire la vérité, Karen. Sinon. » Elle le coupa, la ligne coupée à son oreille. Elle jeta son téléphone sur le canapé, et le silence qui suivit lui parut plus pesant que n'importe quelle accusation. Ses pensées se tournèrent vers Elena Blanco, l'employée au regard perçant qu'il avait surprise en train d'étudier des dossiers dans le couloir. Peut-être qu'Elena avait plus que des souvenirs, peut-être qu'elle avait la paperasse qui pouvait la ruiner. Elle se leva et se servit un verre bien fort, les glaçons tintant comme un avertissement. Tard ce soir-là, de retour au bureau de Carlos, Elena termina de taper sa déclaration sous serment signée. Ils la classèrent dans le dossier de plus en plus volumineux intitulé « Vega contre Matthews ». Ils avaient déjà les déclarations de Guillermo, d'un employé d'entrepôt et d'un enseignant à la retraite, chacun relatant le même schéma d'interpellations injustifiées, chacun refusant de s'exprimer jusqu'à présent. « Tu penses qu'on aura les images de la caméra embarquée à temps » demanda Miguel. « Nous le ferons » répondit Carlos en tapotant le mandat que le juge avait signé le matin même. La semaine prochaine, tout sera porté devant le tribunal. Et avec cela, l'attention s'est déplacée des mots vers des preuves irréfutables. La veille de l'audience, Karen était assise seule dans sa voiture de patrouille devant le commissariat. Les lampadaires clignotaient au-dessus d'elle, projetant de longues ombres sur l'asphalte. Elle serra le volant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent, le cœur battant sous le poids de tout ce qu'elle avait enfermé. Le lendemain matin, au tribunal, la défense était d'une sérénité remarquable, Miguel, calme et serein, les mains jointes, Carlos, triant d'épais classeurs de preuves. Face à eux, l'agente Matthews, assise, raide dans son uniforme, le visage figé dans un masque de détermination. La salle était loin d'être pleine, mais elle vibrait d'une impatience intense. Famille, voisins, journalistes et employés municipaux occupaient les bancs en bois, tous les yeux rivés sur le siège du juge, attendant de voir si les images de la caméra embarquée briseraient enfin le silence une fois pour toutes. La juge Leticia Rodriguez entra dans la salle d'audience, sa robe flottant derrière elle comme un étendard d'autorité. Le coup retentissant de son marteau fit taire les derniers murmures dans la salle lambrissée. Tous se levèrent à l'unisson, avocats, spectateurs, même la sténographe marqua une pause. « Vous pouvez vous asseoir » entonna-t-elle, sa voix imprégnant le poids de chaque mot soigneusement choisi. Bien qu'il ne s'agisse que d'une audience préliminaire destinée à décider si les preuves justifiaient un procès complet, les personnes présentes en comprirent la signification profonde. Il ne s'agissait pas d'une simple étape procédurale. C'était une mise à l'épreuve de la réputation, de la confiance et de l'histoire même des forces de l'ordre à Tucson. Carlos Vega, l'avocat de Miguel, se leva avec une détermination sereine. Il marcha jusqu'au centre de la salle, les épaules droites, et s'adressa à l'audience. « Votre honneur, la défense demande respectueusement que l'on présente les images de la caméra embarquée du véhicule de l'agente Matthews. Cet enregistrement contredit directement le récit de son rapport d'incident. » La juge Rodriguez inclina la tête. « Continuez, dit-elle, le regard fixe. » Les lumières de la salle d'audience s'éteignirent légèrement tandis qu'un grand écran s'allumait, projetant une lueur pâle sur les visages sérieux des jurés,
de la presse et des spectateurs. La vidéo s'ouvrait sur un son impeccable et un horodatage numérique s'affichait dans le coin inférieur. La voiture de Miguel était garée au bord du trottoir, les feux stop pulsant comme un battement de cœur. Au volant, il était parfaitement immobile, les mains visibles sur le volant. Hors champ, la voix de l'agente Karen Mathieu grésillait dans le micro, « Monsieur, sortez du véhicule ». Sa main planait sur son étui, les doigts crispés. Son ton passa d'un professionnalisme crispé à une impatience croissante en quelques secondes. Puis, sans prévenir, l'agent Mathieu apparut et plaqua Miguel contre le capot. Ce n'était ni soudain ni violent, ou plutôt une poussée calculée, mais la force était indéniable, celle d'un homme affirmant un pouvoir incontesté. Miguel ne broncha pas, ne vacilla pas, il resta calme, son regard scrutant le sien tandis qu'il demandait « Pourquoi m'arrête-t-on » L'écran tint ce silence un instant. Quelques instants plus tard, le cliquetis des menottes résonna dans les haut-parleurs de la salle d'audience. L'agent Mathieu procéda à son arrestation, puis se tut tandis que l'enregistrement s'immobilisait. Les lumières se rallumèrent, éclairant des halètements stupéfaits et des échanges de regards. La juge Rodriguez tourna son regard d'acier vers l'agent. « Agent Mathieu, est-ce bien l'interaction que vous avez décrite dans votre rapport ?» La question flottait dans l'air tendu. L'agente Mathieu remua sur son siège, le poids de l'enregistrement rendant son badge soudain plus lourd. « Pas exactement, votre honneur, répondit-elle, la voix tendue. L'accusé a élevé la voix, il s'est jeté sur moi à un moment donné. Il a remis en question mon autorité. Il a résisté, lança le juge Rodriguez. Pour la première fois, l'agente Mathieu regarda Miguel droit dans les yeux, encadré par la porte du tribunal. Non, avoua-t-elle après un silence à peine perceptible. Il ne l'a pas fait. Un murmure sourd parcourut la salle. Carlos saisit l'occasion. Votre honneur, ces images ne sont pas une anomalie isolée. Il marqua une pause, lisant 3 déclarations claires et notariées. Nous avons les déclarations sous serment de 3 autres hommes de cette communauté qui ont vécu des expériences quasi identiques avec l'agent Mathieu. Il ne s'agit pas de malentendus ni de détails mal mémorisés, elles révèlent un comportement répréhensible qui n'a pas été contesté depuis trop longtemps. Jusqu'à présent. Il appela Guillermo Castillo à la barre. Guillermo, ajustant sa cravate, prit une inspiration profonde. Je rentrais de mon service de nuit à l'usine, commença-t-il. Elle m'a arrêté pour avoir soi-disant grillé un stop. Je n'ai pas protesté, j'ai juste demandé ce que j'avais fait. Elle a appelé des renforts, fouillé mon véhicule, n'a rien trouvé, et pourtant, elle m'a quand même dressé une contravention. L'agent Mathieu eut un éclair de reconnaissance, mais elle ne leva pas les yeux. Ensuite, une institutrice à la retraite a décrit une épreuve similaire au bord de la route, un contrôle routier de routine transformé en fouille intrusive, une dignité blessée et une contravention pour résistance à l'arrestation, malgré son obéissance. Puis le 3e homme a pris la parole, la voix ferme mais le regard résolu, racontant sa propre humiliation silencieuse. Chaque témoignage résonnait du même refrain, une obéissance calme face à une force injustifiée. L'agente Mathieu regardait droit devant elle, la posture rigide, l'air distant. Finalement, ce fut le tour de Miguel. Il retourna à la barre d'un pas mesuré, prêta serment et s'installa sur la chaise des témoins. Carlos s'approcha de nouveau. « Agent Mathieu, depuis combien de temps travaillez-vous au sein de la police de Tucson » 12 ans, admit-elle. « Et durant ces 12 ans, combien de plaintes officielles ont été déposées contre vous » 4. « Pensez-vous qu'elles soient fondées » La salle d'audience retint son souffle. « Non, » répondit-elle doucement. « Même pas celle-ci. Je croyais avoir suivi le protocole. Pensez-vous maintenant que vous vous êtes trompé » Son silence s'éternisa, puis elle croisa le regard de Carlos, puis celui du juge, puis regarda Elena Blanco au dernier rang, et enfin Miguel. « Oui » murmura-t-elle, à peine audible. Carlos inclina la tête en signe d'acquiescement. « Merci, agent. » Le juge Rodriguez demanda une courte suspension d'audience. Dehors, le soleil brillait, mais la chaleur n'était rien comparée à l'intensité de ce qui venait de se passer. Les journalistes se bousculaient pour trouver leur place, micro pointé vers l'avant tandis que l'agente Mathieu s'échappait par une sortie latérale, flanquée de son avocat. Miguel s'attarda sur les marches du tribunal, refusant toute question, le visage calme, savourant l'instant qui semblait impossible quelques jours plus tôt. À la reprise des audiences, la juge Rodriguez s'est exprimée avec une clarté cristalline. J'ai examiné les images de la caméra embarquée, les témoignages et les documents qui l'accompagnent.
Le tribunal estime qu'il existe des motifs raisonnables de poursuivre l'agent Mathieu pour faute professionnelle et falsification de rapport de police. L'audience est levée. Le marteau a ponctué sa décision comme un verdict en miniature. À l'intérieur, l'agente Mathieu se leva lentement. Son badge lui parut soudain étranger contre le tissu de son uniforme. Mais ce n'était pas la fin, ce n'était que le début. En quelques heures, la vidéo de la caméra embarquée fit le tour des informations locales. Elle fut diffusée en boucle sur toutes les chaînes, dans tous les salons, jetant un nouvel éclairage sur ce qui avait été qualifié de routine policière. Les médias nationaux ont relayé l'affaire quelques jours plus tard. Une caméra embarquée révèle un recours excessif à la force dans la police d'une petite ville, titraient les journaux à travers le pays. L'agente Mathieu a été suspendue sans solde dans l'attente d'une enquête interne. Son avocat syndical a évoqué le contexte, la tension émotionnelle et les erreurs d'interprétation, mais l'opinion publique avait déjà pris sa décision. 3 semaines plus tard, la salle d'audience était pleine à craquer pour le verdict final. L'agente Mathieu était assise en civil, un blazer sombre qui dissimulait mal l'absence d'uniforme, une queue de cheval serrée et une expression pâle et indéchiffrable. Miguel, serein et concentré, était assis quelques rangs plus loin, entouré d'Elena Blanco, de Guillermo Castillo et d'autres personnes venues le soutenir. Le silence se fit lorsque le juge Rodriguez prit place. Sa voix a traversé le silence en moins de 5 minutes, l'agente Karen Mathieu est reconnue coupable de faute professionnelle et de falsification de rapport de police. Elle ne risque pas l'incarcération, mais son badge lui est retiré et elle est définitivement exclue des forces de l'ordre. Dehors, les journalistes l'appelèrent, des éclairs jaillirent comme un coup de tonnerre au loin. Elle ne se retourna pas. Tête baissée, elle se dirigea vers le parking comme pour disparaître dans l'asphalte. Carlos expira et tapota doucement l'épaule de Miguel. On l'a fait. Miguel laissa planer ces mots un instant avant de répondre. Je n'ai rien fait d'héroïque, dit-il, les yeux fixés sur la foule tumultueuse. J'ai juste refusé de capituler. Ce soir-là, experts et juristes décortiquèrent l'affaire en direct à la télévision. Un commentateur la qualifia de signal d'alarme pour les petits services qui se croyaient à l'abri de tout contrôle, un autre avertit que la victoire d'aujourd'hui ne pourrait effacer des années de silence. Pendant ce temps, Miguel se retrouvait sur le porche de sa mère, une tasse fumante à la main et une assiette de pain grillé beurré en équilibre sur ses genoux. Sa mère était assise à côté de lui, la douce lumière de la fenêtre de la cuisine illuminant son visage. « Ça va ?» demanda-t-elle doucement. « Je pense que oui », répondit-il d'une voix calme mais ferme. « Mais ce n'est pas fini. » Elle hocha la tête et posa une main sur son épaule. « Non, on les force juste à écouter. » Ils observaient la vie se dérouler autour d'eux, un garçon dévalait la rue sur un vélo grinçant, un homme âgé se promenait avec son chien. Le monde continuait à tourner, mais quelque chose de fondamental avait changé. Une semaine plus tard, la ville annonçait un réexamen de tous les contrôles routiers effectués par l'agent Mathieu au cours des 10 dernières années. Les affaires internes ont contacté plus de 30 plaignants, ravivant de vieilles blessures dans une quête de justice. Le maire a publié une déclaration publique promettant une transparence totale. Miguel, cependant, ne s'est pas contenté de ses promesses. Il a intenté une action au civil, non pas pour obtenir une compensation financière, mais pour un accès illimité aux archives publiques. Il voulait que les noms, les dates, les documents et les habitudes soient dévoilés. Il voulait s'assurer que personne d'autre n'aurait à prouver son droit de circuler dans les rues qu'il connaissait si bien. Un mois plus tard, l'agente Mathieu quittait discrètement Tucon. Pas d'excuses, pas de conférence de presse, juste un panneau, à vendre, dans son jardin et sa voiture de patrouille vendue aux enchères. Son nom, autrefois synonyme d'autorité incontestée, avait disparu des gros titres, mais jamais de la mémoire collective de la communauté. 6 semaines après le verdict, la salle du conseil municipal était pleine à craquer. Elena Blanco s'est avancée au micro, la voix calme mais résolue. Personne ne devrait avoir peur de demander pourquoi il est détenu, a-t-elle déclaré. Personne ne devrait avoir à prouver qu'il mérite le respect. On ne peut pas changer le passé, mais on peut décider de ne pas le répéter. Des applaudissements sincères ont balayé la salle, une petite victoire, mais une vraie. Ce soir-là, Miguel ouvrit sa boîte mail et trouva des centaines de messages, des témoignages d'injustice, des demandes de conseils, de simples remerciements. Certains provenaient de villes voisines de l'Arizona, d'autres de tout le pays. Il les lut tous, se rappelant à nouveau que le silence n'avait jamais été une option et que s'exprimer pouvait faire pencher la balance en faveur de la justice, même légèrement. Dans les mois qui suivirent,
la vie à Tucon reprit son rythme habituel, mais sous la surface, une transformation silencieuse s'opéra. Au lycéiste, un professeur du gouvernement intégra le cas de Miguel au programme. Chez le coiffeur du coin, des jeunes hommes qui autrefois hochaient la tête en silence posaient désormais des questions et prenaient la parole. Dans les bulletins paroissiaux, quelqu'un écrivit « Il y a de la puissance dans ta voix, même si elle tremble ». Miguel, refusant de laisser le changement s'installer, commença à assister aux réunions du conseil municipal, non pas pour parler au début, mais pour écouter. Bientôt, voisins et inconnus l'abordèrent. « Pouvez-vous examiner cette plainte? Pourriez-vous nous aider à rédiger cette lettre? Pourriez-vous nous transmettre ce que vous avez appris ?» Alors, tous les mardis soirs, à l'ancien centre communautaire, il animait des ateliers, connaître ses droits. La participation augmenta, adolescents, seniors, mères célibataires et même un policier en congé assis tranquillement au fond. Un soir, Joaquin, un jeune homme de 17 ans, leva la main. « As-tu déjà pensé à abandonner ?» demanda-t-il. Miguel marqua une pause, fouillant dans ses souvenirs. « Oui, » admit-il. « Plusieurs fois. Mais si je l'avais fait, elle aurait encore son badge, et je me demanderais encore ce qui serait arrivé si je n'avais pas parlé. » Joaquin hocha la tête, la détermination brillant dans ses yeux. « On ne peut plus laisser les choses aller, hein? » « Non, » dit Miguel avec un petit sourire. « Plus maintenant. » Carlos Vega continuait de faire le trajet depuis Phoenix toutes les 2 ou 3 semaines. Ils continuaient à travailler sur l'affaire civile, mais ils évoquaient plus souvent le changement plus vaste que leur combat avait suscité. « Il ne s'agit pas de punir les gens, » lui dit Miguel un soir. Carlos haussa un sourcil. « Devrais-je mettre ça sur tes pancartes de campagne ?» Miguel rit, même si une part de lui s'interrogeait. Les gens s'interrogeaient sur le leadership, le devoir civique, et même sur son propre avenir. Il n'avait pas encore les réponses, mais il savait que ce n'était que le début. Quelque part, dans un modeste appartement à 2 villes de là, Karen Mathieu était assise seule, son uniforme remplacé par un silence hésitant. Elle avait postulé pour un poste de sécurité privée, mais son nom était un signal d'alarme. Un soir, par une soirée tranquille, elle regarda un extrait de l'atelier de Miguel sur YouTube au pas de « j'aime », pas de commentaires, juste une occasion d'écouter. Lorsqu'elle l'entendit dire « Votre silence est une permission », elle mit la vidéo sur pause et se rassit, laissant la vérité s'installer dans la pièce autour d'elle. Tout le monde ne trouve pas la rédemption. Tout le monde ne la demande pas. Mais la leçon de cette histoire n'appartient plus à un seul officier ou à un seul homme. Elle appartient à la ville, aux enfants qui y grandissent, à tous ceux qui ont un jour pensé ne pas avoir voix au chapitre. La vérité n'a pas besoin de permission pour avoir de l'importance, il suffit qu'elle soit dite. Et lorsqu'elle est dite, entendue et soutenue, elle a le pouvoir de tout changer. Si on vous a déjà conseillé de garder le silence, de faire profil bas ou d'accepter l'injustice, souvenez-vous-en, votre histoire compte. Partagez-la, défendez-la, même si votre voix tremble. Et si vous pensez que des récits comme celui-ci méritent d'être entendus et commémorés, abonnez-vous à notre chaîne, non pas pour les vues, mais pour amplifier les voix réduites au silence depuis bien trop longtemps.